Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous parle du roman Un alligator nommé Rosa, écrit par Marie-Célie Agnan, publié chez les éditions du Remue-Ménage. En nous commencer, petit vidéo ça. Ça a été une lecture intense. Intense et intensive, tellement j'avais du mal à déposer le roman. Mais en même temps, je l'ai lu par moments, les yeux fermés. Vous savez, comme quand on regarde un film qui devient trop intense, on se bouche les yeux à moitié. J'ai eu à faire ça à quelques reprises parce qu'il y avait certains passages qui vraiment étaient trop pour moi. Alors, je vous dis tout. On part avec Antoine Guibert, qui est un homme d'à peu près une cinquantaine d'années. Il est né en Haïti à l'époque de la dictature des Duvalier. Et à l'âge de 10 ans, il a vu toute sa famille être décimée par une tortionnaire qui s'appelait Rosa. C'était une fillette Lalo. Alors, les fillettes Lalo, c'était le pendant féminin des tontons macoutes. Et donc, c'était la milice civile du dictateur. Alors, toute sa vie, Antoine a porté ce deuil multiple, a porté cette douleur intense et tout ce ressentiment, cette haine envers la dite Rosa. Et c'est à l'âge adulte qu'il réussit à la retrouver. Il la retrouve dans le sud de la France, dans un paysage absolument pittoresque. La dame est rendue âgée d'un peu plus de 70 ans. Elle est complètement invalide, elle est paralysée du bas du corps, elle est obèse, elle souffre de maladies chroniques. Antoine sera donc accueilli dans cette maison complètement inimaginable où tout est extravagance, tout est luxure, mais qui sert absolument plus à rien puisque la vieille dame vit seule. Elle a certes une nièce, Laura, qui voit à ses affaires, mais qui vraiment n'est pas en mesure de s'occuper d'elle au quotidien. Et c'est donc Laura qui aura embauché Antoine comme infirmier. Antoine aura toute la latitude voulue auprès de Rosa parce que tous les infirmiers précédents ont démissionné. Il faut dire que Rosa, c'est une vieille dame aigrie, autoritaire, méchante et donc très exigeante aussi. Alors, Antoine sera le seul à s'occuper de Rosa. Et ce qui est étonnant, c'est que dès la première rencontre, les deux, donc Rosa Bosquet et Antoine Guibert, se reconnaissent. C'est-à-dire que Rosa ne reconnaît pas d'emblée Antoine, mais il va se présenter et il va lui dire exactement qui il est. Et Antoine porte le même prénom que son père qui a été assassiné par Rosa. Et Rosa se souvient de lui parce qu'il présente exactement le même physique que son père. Et c'est donc un renversement des rôles qui va s'opérer. La victime devient bourreau et le bourreau devient victime. Et c'est là où ça devient quand même, au niveau psychologique, très, très intense. Désolée si vous entendez du bruit, c'est Mimi qui joue à côté. Ça devient intense parce que Antoine a cette rage à l'intérieur de lui. Il est assoiffé de justice, peut-être même de vengeance, mais est-ce qu'on peut vraiment venger l'assassinat de ses parents, de toute sa famille? Donc, Antoine, qui est hanté par ses souvenirs, par la blessure immense, le vide qui a été laissé à l'intérieur de lui, va être tourmenté devant Rosa, qui est maintenant à sa merci et pourrait en faire ce qu'il veut. À un certain moment, il va lui dire « Tu ne feras pas de moi un assassin, Rosa Bosquet. » Et c'est donc par le biais de ses mémoires, il va écrire les mémoires de Rosa en écrivant tous les assassinats qu'elle a commis et tout ça avec ce qu'il porte dans sa valise depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire des documents d'archives, des témoignages, des cassettes audio. Je pense même qu'il y a bon nombre de photos qui proviennent de la presse et tout. Et à l'aide de tout ça, il va lui rappeler tous les crimes qu'elle a commis de sang-froid, tout ce qu'elle a fait en tant que fillette Lalo. Il faut dire qu'elle était d'ailleurs une reine coche, donc elle était très, très haut gradée
parmi les volontaires de la Sécurité nationale qui étaient donc les tontons Macoutes et les fillettes Lalo. Alors, toute la première partie du livre se passe dans la chambre de Rosa. Antoine, il fait des va-et-vient, il a des pulsions, il se retient, il a des moments de délire complet parce qu'il est complètement happé par ses souvenirs, par les sentiments qui l'habitent. Puis en même temps, il y a des moments de grande lucidité où il ne veut pas se venger, il veut plutôt la justice. Et en fait, ce dont il est assoiffé, ce qu'il veut savoir à tout prix, c'est le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi avoir agi ainsi? Pourquoi sa famille en particulier? C'est vraiment la quête obsessionnelle qu'il a depuis tout petit. Reste à voir si Rosa va lui répondre, si Rosa va lui présenter des excuses ou va faire montre d'un minimum de regret. Dans la deuxième partie du roman, on est plutôt avec Laura, donc la nièce de Rosa, qu'on apprend à connaître davantage. Elle a aussi son passé, ses blessures, ses fantômes. Et à un certain niveau, Antoine et Laura vont pouvoir connecter et se reconnaître l'un dans l'autre. Alors, ce qui est fabuleux dans ce roman, c'est que l'autrice arrive à nous faire vivre toutes les émotions, tous les sentiments qui animent autant Antoine que Laura et même parfois Rosa, parce qu'on arrive à... Non, j'allais dire à se mettre à sa place, c'est trop dire, mais à comprendre ses motivations, à comprendre d'où elle vient, à comprendre ses aspirations en tant que fillette Lalo. Pour ce qui est de mon avis, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est magnifiquement écrit. L'autrice a un vocabulaire riche. Elle fait de la prose par moments. Et ça rend la lecture agréable malgré le thème qui est si difficile. Évidemment, c'est de la fiction, même que l'autrice le dit d'emblée dans son roman. Par contre, la période du valieriste a bel et bien existé en Haïti et même au-delà d'Haïti, on peut penser à plusieurs pays qui ont été aux prises avec des dictateurs et dont le peuple a été opprimé. Donc, même si on sait qu'on est dans un roman fictif, il reste que, veut pas, ça vient nous chercher, en tout cas, c'est venu me chercher à l'intérieur. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Ça m'a quand même bouleversée dans une certaine mesure. Par contre, je dois dire qu'il n'y a rien de gratuit. Tout est là pour une raison. Ça alimente, ça nourrit l'histoire, ça aide à comprendre aussi. Et je sais que l'autrice a fait beaucoup de recherches. Je sais entre autres qu'elle a utilisé les archives du Syndicat, le centre dont je vous parle très souvent, qui est à Montréal d'ailleurs et qui est ouvert au grand public pour tout ce qui est archives, documentation haïtienne, caribéenne, c'est l'endroit où aller. Donc c'est un livre qui est une fiction mais qui est quand même inspiré de la réalité et du passé du peuple haïtien. Donc, c'est d'autant plus poignant. Et puis, peut-être vous dire aussi que malgré que ce fut une lecture coup de poing, j'ai apprécié le fait que l'autrice présente ce bout d'histoire à travers le prisme féminin. C'est-à-dire que souvent, on entend parler des tontons Macoutes, mais les fillettes Lalo, beaucoup moins. Et dans ce livre-là, on comprend à quel point les femmes ont aussi joué un rôle dans la dictature du valieriste et elles étaient même parfois, souvent, plus cruelles, plus sanguinaires, plus dures que les hommes parce qu'elles avaient une place à défendre. Elles devaient se prouver. D'ailleurs, c'est pas un hasard que ce roman soit publié chez les éditions du Remue-Ménage. Et donc, je vous encourage à vous plonger dans ce pan de l'histoire. Et puis, si vous pensez trop sensible, Marie-Célie Agnan a écrit bien d'autres ouvrages que je vais me mettre sous la dent dès que possible et puis je reviendrai vous en parler. Ça fait le tour pour ma vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!